Bonjour, chères Gatinoises, chers Gatinois. Ici Olive Kamaniana, conseillère municipale du district Carrefour de l'Hôpital. Bienvenue à cet autre épisode de notre podcast, épisode numéro 7. Et vous le savez bien, je crois fortement au rôle que joue un centre-ville pour une grande ville comme Gatineau. Certains scientifiques définissent le centre-ville comme un noyau de la cité. C'est un lieu spatial qui a une capacité unificatrice et intégratrice pour les secteurs qui l'entourent. Gatineau est la 4e ville en importance au Québec, après Montréal, Québec, Laval. Gatineau est une ville la plus importante de la région administrative de l'Outaouais. Gatineau forme avec Ottawa la région de la capitale nationale du Canada. Ottawa-Gatineau est la 4e agglomération du Canada après Toronto, Montréal et Vancouver. Depuis la fusion des années 2000, les Gatinois et Gatinoises cherchent encore à s'émerveiller devant notre centre-ville. Situé à Hall, les résidents et la population des 4 coins de Gatineau veulent s'approprier de leur centre-ville. L'article du droit indiquait que tout juste 55% des Gatinois et Gatinoises sont en mesure d'identifier correctement son emplacement sur le territoire de la ville. Cet article indiquait aussi que seulement 20% des répondants fréquentent le centre-ville à raison d'au moins une fois par semaine. Surtout, seulement 21% des répondants lui accordent une valeur historique. Mais qu'est-ce que ça prend pour s'en émerveiller? Aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de recevoir 2 personnes que j'admire, que j'adore et qui sont des grands acteurs de notre communauté et de notre société et surtout de notre ville au niveau du développement communautaire et économique. J'ai Patrick Duguay et j'ai aussi José Cousineau. Je vais parler un tout petit peu parce que je vais les laisser se présenter. Mais vous savez, Patrick Duguay est un Gatinois engagé. Il est doté d'une capacité unique à rassembler et à mobiliser les gens autour de projets de développement. Son leadership l'a amené à bâtir des ponts avec le milieu socio-économique. Grâce à lui, Gatineau est un modèle en matière d'économie sociale au Québec et dans le monde. Il faut souligner le leadership de M. Duguay à la tête de la Corporation de développement régional Outaouais-Laurentide, dont il est directeur général, et dans le développement de l'Université du Québec en Outaouais, où il préside le conseil d'administration. Bonjour Patrick. Bonjour Olive. Au plaisir vraiment de bavarder avec toi dans les minutes qui suivent. José Cousineau. Bonjour José. Bonjour Olive. José Cousineau a adopté la région en 1997 depuis son arrivée à Gatineau. Elle travaille au Carrefour Jeunesse Emploi. Vous connaissez tous et toutes, je pense, Carrefour Jeunesse Emploi. C'est la première organisation au niveau des carrefours, au niveau du Québec. Cela fait donc 27 ans qu'elle contribue à faire vivre la mission du Carrefour Jeunesse Emploi, qui est d'accompagner les personnes majoritairement âgées de 16 à 35 ans qui veulent cheminer vers l'emploi, les études, l'entrepreneuriat ou réaliser un projet d'avenir. Depuis novembre 2021, elle occupe le poste de directrice générale. Elle est aussi présidente du chantier 16 ans et 16 ans et plus de la table éducation Outaouais et siège à la commission du vivre ensemble de la ville de Gatineau. J'ai déjà dit bonjour José, mais je vais vous laisser quand même prendre une minute pour un petit peu compléter ce que je viens de dire par rapport à vous et allez-y. Vas-y Patrick. Merci pour la belle présentation. Lorsqu'on entend un peu de notre parcours, on est toujours un peu surpris des chemins qu'on a pu prendre parce c'est un parcours, dans mon cas, que je n'ai pas planifié, mais que je constate une fois qu'il est réalisé parce que la vie nous amène là où elle nous amène. Et moi, elle m'a beaucoup conduit au centre-ville, à toutes sortes d'égards, parce que professionnellement, j'y travaille. J'étais à la coopérative de développement régional d'Outaouais-Laurentide. On était établi depuis de très nombreuses années dans le secteur Gatineau, sur le charmant
et pittoresque boulevard Maloney-Est. Je m'en rappelle très bien. Au milieu des stationnements à ciel ouvert, Oui. dans les mares de béton. Alors, on trouvait que c'était un lieu un peu impersonnel et on cherchait un endroit plus à taille humaine, avec plus d'activité autour. Alors, c'est la raison pour laquelle mon bureau a déménagé sur la rue Aidé, au 75 et 77 rue Aidé, qui nous permet d'avoir à la fois des espaces de travail pour l'ensemble de notre équipe. On est 14 employés à la CDA, mais aussi d'avoir un espace comme ce salon-ci, comme le café, une salle de conférence, une cuisine, donc qui permet de recevoir des gens Oui. pour nous, mais aussi parce qu'on met notre lieu à disponibilité. Et ça, ce qui est encore plus agréable, c'est que moi, il y a 22 ans, j'ai choisi d'acheter ma maison Oh. au centre-ville. Alors, je suis Oh. sur la rue Dollard-des-Ormeaux, pas très loin d'ici. Alors, vivre et travailler au centre-ville, y faire ses courses, ses activités culturelles, les rencontres avec les amis. J'ai mes parents qui sont dans l'île de Hall aussi. Wow. Alors, je peux dire que le centre-ville, c'est beaucoup pour moi. Et vous le connaissez très bien. Je le connais bien. Absolument. Alors, merci encore de cet ajout, José Cousineau. Oui, moi aussi, Oui. le centre-ville, notre organisation n'est pas sur l'île de Hall, elle est dans le secteur Gatineau. Mais effectivement, on travaille avec des jeunes qui réalisent leurs projets sur l'ensemble de la ville de Gatineau. Alors, il me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui, puis particulièrement plaisir d'être avec Patrick. Oui. Parce qu'on a des valeurs comme organisation, un ADN qui se ressemble. Alors, tu parlais tantôt du milieu communautaire. Je trouve qu'on est bien représenté aujourd'hui pour parler de notre vision, de ce à quoi peut ressembler un centre-ville plus dynamique. Absolument. Et d'ailleurs, je tiens à souligner que moi, quand j'étais à Option Femmes Emploi, on formait une belle équipe des organismes communautaires au service des citoyens de Gatineau et je continue à me sentir membre de la du développement communautaire, social et économique de Gatineau, même comme élu. Alors, passons à notre belle discussion. Selon vous, qu'est-ce que ça prend pour que les citoyens des 5 coins de Gatineau puissent s'émerveiller devant leur centre-ville? Vous avez entendu les statistiques tantôt et vous vivez, on travaille, on vient des fois au centre-ville. Qu'est-ce que ça prend pour qu'on puisse s'en émerveiller? Je dirais qu'on a d'abord un défi. Parce que notre nouvelle ville, c'est la fusion de plusieurs secteurs. Alors, on s'étale sur plusieurs kilomètres. On a des réflexes qui sont encore de vie de quartier. Fait qu'on a un défi, je pense, là, à créer un centre-ville dynamique qui rassemble tout le monde. Parce qu'encore aujourd'hui, les gens qui habitent à Elmer sont plus près du secteur d'Elmer. La même chose pour Buckingham. Fait qu'il y a des efforts à mettre, selon moi, pour créer un espace qui nous permet de tous identifier ce même centre-ville-là, Oui. qui serait un sentiment d'appropriation pour l'ensemble des Gatinois et Gatinoises. Je pense qu'il y a un défi là. Absolument. Et on l'a vu d'ailleurs avec le sondage, on l'a dit tantôt. Et moi, j'en parle sincèrement autour des gens que je rencontre, les jeunes surtout. Je leur demande, puis que je fais des podcasts sur le centre-ville, qu'est-ce que vous en pensez? Ils disent, mais lequel? Je dis, mais on a juste un centre-ville. Ceux qui sont proches de chez moi, ils me disent, c'est-tu Place de la Cité? Mais donc, il y a un défi à relever. Mais Patrick Duguay, qu'est-ce que vous en pensez? En fait, moi, j'ai souvent considéré cette question-là comme étant une mauvaise piste. Oui. Parce que, effectivement, il y a plusieurs centres-villes dans chacune des anciennes municipalités, et même avant ça, je dirais dans chacune des anciens villages qui composent la ville de Gatineau, Ouais. on a des centres d'activité, hein? Puis il faudra définir ce que c'est qu'un centre-ville. Pour moi, il y a un certain nombre de caractéristiques qui désignent l'île de Hall comme étant le centre-ville de la ville de Gatineau. Oui. Mais moi, comme résident, si j'habite à Masson, ben mon centre-ville va être situé à proximité de chez moi. Oui. Même chose si je suis à Buckingham.
Ça va être sur chemin Buckingham et McLaren. Ça va être ça, mon centre-ville. Si je suis à Aylmer, vous me ferez jamais oublier Place des Pionniers, puis le centre comme ça. Et moi, je pense pas que c'est des positions qui sont à l'encontre d'un centre-ville sur l'île de Hull, mais qui viennent compléter. Pour moi, qu'on ait des centres qui sont proches de nos milieux de vie, c'est positif. Alors moi, j'évite toujours d'être dans « il est où? Puis ton centre-ville, est-tu meilleur que le mien? » Alors, je dirais, pour les Gatineaux, pour les Hullois, peut-être, le centre-ville de Hull, ben c'est probablement plus Saint-Joseph, dans ce coin-là, là, autour de Saint-Raymond. L'activité économique, commerciale est beaucoup concentrée là. Ici, c'est un centre-ville au sens, l'administration est là. C'est le coin le plus urbanisé, où on peut vivre une vie urbaine assez facilement, faire tout ce qu'on a à faire à pied, et avoir les activités culturelles sur place, à la fois des salles de spectacle, des lieux de rassemblement. Donc, pour moi, vraiment, j'ai pas de problème avec Place de la Cité comme étant, effectivement, puis c'est une construction complète, là, mais du champ, c'est devenu un centre urbain où se passent beaucoup d'activités culturelles, sportives, avec le Vision Multisport et le centre sportif de la ville de Gatineau, qui est un de nos joyaux quand même. J'appuie vraiment, parce que ça, il faut vraiment continuer de nourrir ces différents noyaux villageois, parce que c'est vrai qu'il faut y trouver une distinction. Par exemple, pourquoi je vais à Aylmer, pourquoi je vais à Buckingham, parce que Montréal n'a pas qu'un centre urbain intéressant à visiter, il y a des quartiers. Fait que qu'est-ce que nous, on est capable de faire pour embellir ces quartiers-là, faire en sorte qu'on les visite, qu'on aille les voir, qu'est-ce qui fait qu'ils se distinguent. J'abonde dans le même sens. Même si on peut avoir une difficulté à identifier où est le centre-ville, même si on est devant cette question-là, je crois qu'il faut nourrir ce qui existe déjà pour rendre des services de proximité aussi aux gens qui y habitent. Tout à fait. Et c'est ça, je crois, moi aussi, la différence. Il y a, le mot villageois était peut-être un petit peu fort, mais ça reste quand même que c'est vrai, il y a des localités, on est quand même une grande ville, on a plusieurs coins, on est une fusion, on a fusionné 5 villes, ce qui fait que, évidemment, il y a des artères commerciales partout, on a des organismes aussi qui s'identifient dans ce milieu-là, mais ça reste que c'est clair, les études, les scientifiques disent que quand même une cité, une ville, une grande ville doit avoir un centre d'attraction qui permet justement de converger tout ce monde-là. Sinon, finalement, la grande ville devient une ville dont la fusion a plus ou moins réussi. Il faut se trouver un modèle pour s'assurer qu'on ne délaisse pas ce qui existait, mais aussi pour s'assurer que ce que nous avons ici au centre-ville sur l'île de Hull puisse fonctionner. Alors, ma prochaine question va être, vous savez qu'avec la COVID, ce qu'on a vécu a fait que ce que nous avions déjà de précieux au centre-ville a un peu manqué de lumière, surtout à cause de tout ce qui était la base de la fonction publique fédérale qui réchauffait le centre-ville. Et aujourd'hui, on a beaucoup de problématiques, dont l'itinérance, dont d'autres problématiques aussi, mais on a aussi les bâtiments vides. En même temps, on a des entrepreneurs, des investisseurs qui montent les bâtiments en hauteur. Comment voyez-vous la place de projets issus de l'économie sociale et coopérative ainsi que les loisirs pour les jeunes? Au centre-ville. Au centre-ville, parce que vous savez, le tissu ici, dans l'île de Hull, puis je parle de l'île de Hull ou du vieux Hull comme étant ce centre-là, parce que la définition municipale du centre-ville va plus largement que ça. Ce avec quoi je peux être en accord aussi. Je pense que l'université est un des pôles, pour moi, à la frontière du centre-ville,
parce que c'est une institution d'enseignement qui entretient des liens étroits à la fois avec l'administration publique, mais également avec les résidents, les organismes en culture, dans le développement, alors qui sont là. Alors pour moi, on a un centre-ville qui prendra différentes formes ou un territoire qu'on déterminera ou qu'on laissera flou. Je pense que l'important, c'est que notre centre-ville soit pas une négation des autres centres, qu'on les appelle cœurs villageois. À l'époque de la fusion, on parlait des villages urbains, et qui étaient même plus petits que les anciennes villes, parce que c'était des territoires vécus. Alors, qu'est-ce qui fait que je partage quelque chose avec quelqu'un? Ben, moi, je vis au centre-ville, pas la même vie que si je vivais dans les hautes plaines. Ma vie est radicalement différente. J'ai pas beaucoup de temps à passer pour tondre ma pelouse. J'en ai 20 mètres carrés, et ça se fait assez rapidement. OK. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui changent dans la situation où on est. Et on a vécu cette hécatombe avec la pandémie, mais je dirais qu'il était prévisible. Absolument. On avait déjà vécu des choses lors, par exemple, à certains gouvernements canadiens qui ont fait des coupes importantes dans la fonction publique et qui a engendré des difficultés supplémentaires pour le centre-ville de Gatineau. Malheureusement, on s'était attaqué à un problème de diversification économique. Oui. Il y a un peu plus de 20 ans, je présidais la Société de diversification économique de l'Outaouais, qui était à l'époque le plus gros fonds d'investissement géré régionalement pour soutenir l'émergence d'entreprises dans des secteurs de pointe, les nouvelles technologies, on en avait en aéronautique, dans le secteur culturel, il y avait des initiatives extrêmement innovantes. Parce qu'on se disait, on ne peut pas dépendre de la fonction publique à ce point-là. Tout à fait. Ben, Moses, 20 ans plus tard, on est encore dans la même situation. La pandémie nous a démontré que tout était attaché au gouvernement, à la présence des employés gouvernementaux, ce qui fait que depuis des mois, ben, on apprend jour après jour la fermeture de tel restaurant, tel autre. Et la première vague a touché beaucoup les restaurants sur du portage, Oui. qui étaient des restaurants qui étaient voués uniquement aux fonctionnaires. Et oui. d'ailleurs que je fréquentais jamais, entre autres parce qu'ils fermaient le soir, ils fermaient la fin de semaine. Quand les fonctionnaires n'étaient pas là, il n'y avait pas d'intérêt pour la population. Moi, je fréquente les autres, ceux qui sont engagés dans le milieu. Et ces commerçants-là, eux autres, ont réussi à passer à travers jusqu'à les derniers mois, où là, c'est devenu trop difficile. Alors, moi, je suis inquiet sur l'avenir. Si on ne fait rien, et pour briser ce cycle-là, ben, je pense qu'il faut poser des gestes courageux, mais surtout audacieux. Absolument. Absolument. Parce qu'un centre-ville exige une certaine densification au niveau de la population, puis des gens qui sont et qui y travaillent, qui y vivent et qui y travaillent aussi. Moi, j'observe depuis la pandémie une baisse significative d'achalandage dans les restaurants, dans les services de proximité. Fait que, comme Patrick dit, c'est quand même dommage de voir des institutions. Hein. Il y en a certains que c'est des organisations ou des entreprises qui sont là depuis longtemps, qu'on pense à des restaurants ou encore à des commerces. C'est très triste de voir ça tomber. Puis tu dis, Olive, tu sais, comment on peut peut-être occuper l'espace. J'entends des volontés politiques qui veulent peut-être réutiliser ces bâtiments-là pour faire du logement. De réintégrer aussi son bureau, cesser le télétravail est aussi une option pour ramener les gens à occuper l'espace du centre-ville, à consommer aussi dans les commerces locaux. Est-ce qu'on ne répète pas la même stratégie qu'on avait avant pour occuper encore les bâtiments avec le retour des employés, encore une fois, de façon
un peu, je vais le dire comme ça, avec un manque de vision, parce que aujourd'hui, les années passées, c'était la pandémie. Je vais dire, il y a quelques années, c'était la pandémie, mais bientôt, ça va être quoi, là? Je ne vais pas être diseuse de malheur, mais est-ce que notre vision est encore de refaire la même formule qu'on a déjà appris, qu'il y a des défis avec ces formules-là? On vient de parler des restaurants qui étaient des restaurants justement adaptés à cette réalité de fonctionnaires. Est-ce que c'est ça qui va nous amener à résoudre, entre autres, les problèmes de l'itinérance, le problème de logement? Et j'entendais aussi les gens qui disaient qu'il est très, très difficile de transformer les bâtiments qui, jadis, étaient les bâtiments, je dirais, de bureaux en logement. Il y a tellement d'opinions à travers les différents acteurs, mais en même temps, moi, je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'économie sociale? Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des coopératives au centre-ville? Bien, on est depuis plusieurs années devant ces fermetures-là, préoccupés. Mais quand on regarde les bonnes nouvelles, qu'est-ce qui est apparu comme bonne nouvelle au centre-ville, je dirais dans les, mettons, 7 dernières années. Je veux dire, cette année, ça fait 7 ans que notre bureau est établi ici. Bien, il y a 7 ans, il y a une nouvelle coopérative d'habitation qui a ouvert sur la rue Morin. Exact. Qui est la coopérative des artistes du Ruisseau. Oui. Alors, qui est une coopérative qui offre du logement aux travailleurs culturels, que ce soit des artistes en art visuel, des musiciens, des poètes, écrivains. Alors, ces gens-là se retrouvent dans un lieu où, qui est adapté, je dirais, qui leur permet de multiplier les occasions d'échange, de collaboration. C'est une contribution riche, à mon sens, du mouvement coopératif, Exact. à la fois sur permettre l'habitation au centre-ville, mais aussi permettre de développer une classe artistique qui va se reconnaître. Et ça a amené la création d'une deuxième coopérative, qui est la coopérative Les Ateliers du Ruisseau, Oui. qui sont des ateliers d'artistes et des gens... je pense à Benjamin Roger, qui est le président, et à Yvon Leclerc, qui est le grand Manitou de cette opération-là, Oui. qui ont décidé à un moment donné de dire, on a un gros projet, il va prendre du temps à se réaliser, mais on va s'installer de façon temporaire pour commencer à offrir les services. Oui. Et ils occupent actuellement un étage d'un édifice, le 135 Eddy, et ils opèrent. Au point de départ, ils ont commencé avec 6 ateliers, Oui. dont certains partagés. Oui. Ils en ont ajouté 3. Alors, il y a 9 ateliers d'artistes qui ont ouvert. Et ces gens-là, participant à l'incubateur en économie sociale, ont parlé à leurs collègues, ce qui fait que actuellement, là, puis en quelques mois, s'est établi 5 entreprises d'économie sociale, Fantastique. donc les Ateliers du Ruisseau, Horticité, le Biblioutil, le Racabessic et les Simones, alors qui occupent et qui partagent un certain nombre d'espaces, ce qui fait que, juste pour aller flâner un peu un samedi, ça vaut la peine d'aller au 135. Ce qui attire les gens à venir au centre-ville, et justement, que ce soit pour le vélo, que ce soit pour travailler comme artiste, ou même admirer ce que ces artistes-là font, ou même avec Horticité, se familiariser avec tout ce qui est agriculture, environnement. Agriculture donc, urbaine. c'est fantastique. On peut aller Ouais. bricoler à Biblioutil parce qu'il y a des outils de scie, de toupie, de ci et de ça qui sont disponibles. Oui. Ah, c'est vraiment C'est un bel exemple. initiatives C'est un bel fun. exemple de ce que nous pouvons faire et ce que nous devrions continuer de faire. Mais comment faire pour que les jeunes, justement, viennent ici au centre-ville? Parce qu'à un moment donné, il y avait des bars, on attirait même ceux de l'extérieur chez nous, là, aux heures où chez eux, c'était fermé, nos voisins. Mais aujourd'hui, on ne veut pas recréer les problématiques qui venaient avec cette réalité-là du temps. Mais aujourd'hui, comment ça... Moi, je demandais même aux jeunes, quand j'en parlais, je disais, vous allez où?
sais, on a beau parler qu'il y a des villages urbains, même ces villages urbains, là, les jeunes, vous allez où pour vous amuser? Et on n'est pas quand même Montréal, on n'est pas une grande ville. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre au centre-ville pour attirer les jeunes? D'abord, pour y rester, et en plus, pour consommer, et surtout consommer, et en plus, pour y rester. Moi, je rencontre à tous les jours des jeunes qui ont choisi de s'établir à Gatineau, que ce soit des nouveaux arrivants ou des jeunes qui sont d'ici. Une des choses qui est un défi, c'est le logement. Je pense que le logement abordable reste un défi pour les jeunes ou pour les personnes qui veulent s'établir ici. Pas qu'on manque de logements, mais on manque de logements qui sont abordables. Les coopératives peuvent être une réponse à ça, ou voir d'autres modèles aussi qui peuvent, duquel on peut s'inspirer. Puis une autre chose qu'on peut faire, puis que je me réjouis d'entendre, Olive, ces temps-ci, c'est Gatineau a beaucoup misé sur du développement économique à grand potentiel, des grandes entreprises, attirer des grandes entreprises pour qu'on développe une certaine expertise dans notre région. Et aujourd'hui, j'entends une volonté de s'attarder à la très petite entreprise qui est un service de proximité, qui vient dynamiser nos milieux, qui vient rendre accessible aux gens qui y vivent, d'avoir une animalerie, d'avoir un bon pâtissier, d'avoir un bon restaurant. Je pense qu'il faut investir à créer des services de proximité parce que c'est ça aussi qui va faire en sorte qu'on va attirer des grandes entreprises dans notre région, parce que si on n'a pas un tissu économique qui est solide, qui est diversifié, qui est de proximité et accessible, bien, on tente d'attirer quelque chose pour lequel on n'a peut-être pas le tissu économique en place. Oui. Aujourd'hui, on s'attarde à relancer le centre-ville de Gatineau. En faisant ça, on dit aussi aux petites entreprises, venez vous établir chez nous, venez développer des offres de services qui sont innovantes, qui se distinguent de ce que s'offre déjà sur le territoire. Fait que j'ai le sentiment qu'il y a là une réponse pour attirer des jeunes, notamment des jeunes ou encore des nouveaux arrivants qui arrivent avec leur bagage, à créer des entreprises de proximité qui commencent souvent petites, mais qui peuvent devenir des grands acteurs au développement économique de notre ville. Justement, on parle beaucoup de mixité. Mixité dans le sens où c'est très, très simple de voir un triplex qui a à son rez-de-chaussée une pâtisserie. En haut, 2 logements qui sont habitables par les gens, ou tout simplement un pub qui cohabite avec, là je vais mélanger peut-être le nom mélangeable avec les artistes, ce qui est aussi possible. Mais est-ce qu'on a cette vision-là au centre-ville? Est-ce que on ne mise pas beaucoup, peut-être beaucoup trop seulement, et parce que c'est important aussi, la densification, les grands buildings, c'est très important aussi. Mais est-ce qu'on ne devrait pas penser à cette mixité-là abordable où chaque personne qui est peut-être propriétaire, comme Patrick disait, peut-être Patrick un jour voudra rénover son endroit et peut-être penser à faire une sorte de triplex où en bas il va mener une pâtisserie. Et en fait, moi, j'ai un duplex. Alors, un duplex, c'est déjà... pas sur étage, mais en fait, moi, j'occupe une vieille maison à allumettes. Mais derrière, il y a une maison beaucoup plus grande, là, qui est une annexe, qui est louée alors depuis des années. C'est en location. Et moi, je suis mauvais pour... je suis pas un capitaliste dans l'âme, alors... Moi, je n'augmente pas le loyer de mes locataires. Donc, non, ça, c'est bon. C'est l'endroit au centre-ville qui est probablement le plus beau, le plus grand, sur 2 étages plus les sous-sols, et qui coûte le moins cher, incluant l'eau chaude, donc le chauffage à l'ancienne. Et les locataires ne doivent pas quitter, j'imagine? Non, c'est ça. En 22 ans, j'ai eu 2 locataires. Bon, on n'a pas de chance. Alors, on est bien comme ça. N'empêche que moi, j'ai la sclérose en plaques. Moi, je suis obligé de commencer à penser à ce qui m'attend. J'ai ça depuis 25 ans, mais je vois que les escaliers commencent à être difficiles. Alors, moi, j'envisage de déménager. J'aimerais beaucoup rester au centre-ville ou dans les alentours,
Mais quand je vois toutes les constructions qu'il y a, je me dis, je vais bien trouver une place. Mais tout le monde nous fait soit des condos, ou maintenant, c'est surtout des appartements en location, Oui, mais toujours la même chose, appartements de luxe. exactement. Moi, C'est ça qui manque. Exactement. je cherche pas le luxe, là. Chercher On un toit dirait sur la tête. appartement confortable, appartement agréable, milieu de vie stimulant. Alors, donne-moi des caractéristiques qui m'interpellent, moi, comme personne. Moi, aller vivre dans un édifice qui ressemble à un hôtel, aller à l'hôtel, c'est agréable, mais pas vivre à l'hôtel. C'est pas la même chose. Alors, pour moi, j'ai peur de ça, moi, que ce type de construction-là finisse par nous amener des gens qui, on l'a vu avec certains des grands édifices à condos ici, où on a même pas toi les moyens d'acheter un appartement, on voit que beaucoup des gens habitent même pas là. Exactement. C'est leur pied à terre, c'est un investissement à long terme. Alors, c'est un peu désagréable. Je trouve que ça, c'est pas... Actuellement, on n'a pas une construction qui nous amène à notre objectif de densifier, mais de manière diversifiée. Exactement. Peu de capacité d'accueillir des personnes issues de l'immigration qui trouvent un lieu à leurs moyens, surtout l'immigration récente, là, Tout à fait, le temps qu'on se place. Ouais. On a aussi une offre de propriété qui correspond au revenu d'un fonctionnaire qui a un fonds de pension. Voilà. Alors, moi, je ne suis pas un fonctionnaire, je n'ai pas de fonds de pension, j'ai mes petites économies, mais donc, je n'irai pas dans un appartement de luxe. Voilà. Je vais aller dans un appartement confortable, et ça, semble-t-il, il n'y en a pas beaucoup. Voilà l'importance de la mixité et surtout de la mixité d'approche. Moi, je regarde, par exemple, le quartier Saint-Étienne, où vous pouvez en nommer un autre. Là. Je me dis, ce quartier-là, est-ce qu'il y a des gens qui sont des propriétaires? Je pense qu'il y a des gens qui vivent là, mais qui sont aussi propriétaires. Au fur et à mesure qu'on avance, des fois, on n'est même pas capable d'avoir la capacité nous-mêmes de rénover, de construire tout ce qu'on vient de dire, là, des bâtiments. Alors, est-ce que c'est peut-être pas le moment que la ville et nous, les citoyens, on commence à penser peut-être à nous mettre en coopérative, s'assurer que peut-être 5 voisins qui sont propriétaires des logements qui sont anciens, qui sont pas, je ne parle pas de détruire le patrimoine, pas du tout, mais de se mettre ensemble et de construire quelque chose qui nous ressemble. Et ça devient encore une fois la densification à l'échelle humaine. On devrait peut-être penser à la densification différente selon les quartiers où on se trouve et à des modèles différents. Et surtout, on a parlé de l'abordabilité. Les logements sociaux, c'est aussi une réponse, une partie de la réponse à l'itinérance, n'est-ce pas? Oui. Puis je pense aussi, je vois quand même une mobilisation de certains secteurs privés. Les entrepreneurs se préoccupent. On a vu avec des entrepreneurs qui ont agi au niveau de l'itinérance. Oui. Je pense qu'eux aussi ont des réponses à nous apporter. Je pense que la ville, de travailler avec le secteur privé est aussi une réponse pour amener une densification qui nous ressemble comme Gatinois et Gatinoises. Le logement abordable reste un enjeu. La coopérative peut être une réponse. Des gens qui se mettent ensemble peuvent être une autre réponse. De geler les augmentations au niveau... pour certaines populations, geler les taux d'augmentation. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire. En même temps, on suit le marché, puis on est un peu pris là-dedans. Hein? Je pense qu'on veut tous être innovants, trouver des façons différentes, mais il y a un marché qui nous pousse des fois. Mais je pense que les acteurs privés peuvent aussi, ou doivent, faire partie aussi de la réponse et de la réflexion.
Tout à fait. Vous, à Carrefour Jeunesse Emploi, vous avez des jeunes, justement, vous vous en occupez. J'ai entendu dernièrement l'UQO, l'Université du Québec en Ontario, j'ai rencontré Mme Laberge en podcast aussi. C'est mon dernier podcast, c'est-à-dire le précédent podcast, je devrais dire. Et eux, ils sont entrés, d'ailleurs, Patrick étant président de l'UQO, ça sonne bien. Il y a le logement. Ils sont en train d'investir dans le logement, ils sont en train de s'investir dans le logement. Est-ce que ce n'est pas aussi une formule pour les organismes d'être porteurs de ces projets-là et surtout d'être porteurs, pas seulement de faire l'étalement urbain, mais aussi de penser à venir au centre-ville, parce que quand on parle de Gatineau, c'est pas grand, là, de Carrefour Jeunesse Emploi ici, c'est pas des heures et des heures, là, on n'est pas loin, même, on peut même marcher de façon facile. Est-ce que c'est pas le moment de se dire, nous, les organismes, nous aussi, nous faisons partie déjà, vous avez le fardeau incroyable et les opportunités incroyables. Est-ce que ce n'est pas peut-être aussi une formule qu'on peut envisager? C'est intéressant que tu m'amènes là-dessus, Olive. On est comme je disais tantôt, on rencontre des milliers de jeunes au Carrefour, puis le logement est un des plus grands enjeux pour s'établir dans la région. Alors, on a une nouvelle planification stratégique qui s'en vient, puis on a une volonté de revendiquer au nom des jeunes, de faire parler les jeunes aussi sur leurs besoins, puis un de leurs plus grands besoins, c'est le logement. Le Carrefour avait déjà eu comme projet de s'installer à Hall, hein, je ne sais pas si on se souvient de ça, de s'installer à Hall, puis avoir une auberge de jeunesse pour accueillir des jeunes qui arrivent dans la région, un genre de transit, un hébergement transitoire. Ça n'a pas fonctionné, mais je pense qu'effectivement, on est un acteur qui se doit. On dit ça n'a pas fonctionné encore. Ça n'a pas fonctionné encore, mais on se doit... C'est en réflexion toujours. On se doit d'être des porte-voix des besoins des jeunes parce que les jeunes sont moins politisés qu'avant, ils croient un petit peu moins en la politique, ils influencent moins. Alors, il faut trouver des espaces pour qu'ils puissent nommer leurs enjeux et le logement en est définitivement un logement abordable. Tout à fait. Sincèrement, je pense qu'on a tout abordé. On n'a pas parlé de patrimoine encore. Vous êtes au courant, ce sera peut-être mon dernier sujet, vous êtes au courant que nous sommes toujours en porte-à-faux, surtout en discussion forte par rapport à sauvegarder le patrimoine, densifier l'historique par rapport au patrimoine, le patrimoine par rapport au nouveau, tout ça. Mais qu'est-ce que vous pensez par rapport à ces discussions qui se passent où les acteurs s'opposent au lieu de voir des choses de façon intégrée? La démolition des bâtiments. Patrick a parlé de la démolition, de la possession d'une maison allumette. Mais il y a tellement de... Tu sais, je dirais un des fardeaux importants ou un des limites du développement du centre-ville, c'est beaucoup les propriétaires fonciers qui s'assoient sur leurs biens en attendant que les prix montent pour pouvoir réaliser des projets de grande envergure. Bien, pendant qu'ils font ça, ils n'entretiennent pas les édifices qu'ils ont acquis, ils les laissent se dégrader. Et au moment où ils sont prêts à investir, ben là, ils disent il faut le démolir, garder l'État. Oui, mais l'État est la conséquence de la négligence qu'il y avait avant. Tout à fait. Alors, ça, pour moi, c'est un des éléments sur lesquels la municipalité devrait s'attaquer. Absolument. Avec un pouvoir de taxation. Je suis convaincu qu'on est capable d'être assez original pour mettre une surtaxe à tout propriétaire d'un édifice vacant qui n'a pas un projet dans les 2 ans suivant l'acquisition. D'un édifice vacant. Je vais le souligner. D'un édifice vacant. Tout à fait. Et même les bureaux, ici, il y a eu des bureaux qui ont été construits, qui ne sont pas ceux du fédéral, là, c'était pour des commerces autour. C'est des pieds carrés vides que les propriétaires sont obligés de chauffer, d'assurer, d'éclairer et de surveiller. Alors, ça leur coûte des choses, mais ça leur coûte pas assez parce qu'ils disent, on va attendre. De toute façon, on est à Toronto. Parce que ces grands propriétaires-là sont souvent à l'extérieur. Alors, moi, j'aimerais ça... Aux États-Unis? Oui, souvent. Moi, aux États-Unis, j'en connais, je peux vous en nommer.
pas des personnes, mais les logements vacants, je m'excuse. Mais si on les surtaxait, là, en disant, la journée où vous nous déposez un projet, puis que vous le réalisez dans vos délais, à ce moment-là, on va vous donner tout notre service, tout notre appui. En attendant, par exemple, vous allez nous aider parce que vous êtes assis sur votre bien, ben, vous empêchez le développement de notre milieu. Pour moi, il y a une logique, et c'est pas de punir quelqu'un, mais c'est juste de prendre acte. Et ça va valoir aussi pour notre patrimoine. Je pense qu'un des éléments clés pour sortir de notre situation actuelle, c'est de redéfinir les liens qu'on a avec la CCN. La Commission de la capitale nationale est le plus grand propriétaire foncier à Gatineau et détient à la fois les lieux et les terrains les plus stratégiques, les plus beaux, les parcs dont on profite abondamment. Patrimoine paysager. Mais certains édifices, là, moi je pense au couvent des servantes de Jésus-Marie. Oui, sur Laurier. Qui est vide, là. Les sœurs ont quitté depuis des années. Le lieu est complètement vide. C'est un lieu qui est en bon état, qui est ancien, mais c'est pas mal ce qui arrive dans le patrimoine. Et pourtant, tu sais, moi, j'entends un projet d'auberge de jeunesse. Oui, avec le belvédère. D'installer des jeunes au centre-ville, d'offrir des choses comme ça. C'est drôle, hein, parce qu'avant, cet endroit-là, c'était tout divisé par chambre. Oui, et pourquoi ne pas les mettre à la disposition de projets qui pourraient en bénéficier? Moi, je suis tellement d'accord de les entretenir, s'assurer que comme ville, on puisse les entretenir pour assurer qu'ils ne se retrouvent pas dans des états piteux. Une surtaxe, je trouve que c'est une bonne idée, je t'appuie là-dessus. Mais de les rendre disponibles à des projets, ça aussi, ça viendrait dynamiser un secteur parce qu'un espace vide amène rien. Absolument. Alors, comment on peut densifier à travers des espaces qui sont déjà mis à la disposition? Ça peut être aussi une réponse. En fait, il faudrait s'assurer de la mise en disposition. Parce qu'actuellement, puis je comprends, la stratégie de la CCN, c'est de rentabiliser les projets qu'elles font. La problématique, c'est qu'il y a une raison pour laquelle ces édifices-là sont vides. Ils n'étaient plus adaptés, ils ne correspondent plus à notre époque, là, des grandes maisons qui regroupent des religieuses. Pas sûr que ça en construit beaucoup de ce temps-ci. Et pourtant, c'est un formidable patrimoine sur lequel on peut développer. Alors, si la CCN, et il y avait une négociation avec une organisation qui allait s'installer là, qui semblait bien, c'était dans le secteur du patrimoine. Le projet a été abandonné. Ah, OK. Ne se réalisera pas. Alors, pendant ce temps-là, puis la CCN comptait là-dessus pour avoir un revenu pour entretenir l'édifice, mais pendant ce temps-là, l'édifice est vide et il se dégrade. La ferme Moore. Même chose. Un autre exemple. Et les entreprises qui ont essayé de s'établir là ont eu tous le même problème. Ce qui est demandé comme loyer ne correspond pas à ce que le lieu permet parce qu'on ne peut pas avoir de stationnement, les résidents ne veulent pas un grand achalandage, c'est patrimonial, donc on doit respecter beaucoup de choses sur les vues. Alors, il y a plein de règles avec lesquelles on peut vivre, mais qui engendrent des conditions économiques particulières. Donc, il faut mettre en place ces bonnes conditions-là pour réussir à mener des projets. Moi, je sais, on a Maryse Gaudreault qui est à la présidence de la CCN. Oui. Et j'espère que Maryse, connaissant bien le milieu, Hall en particulier, ben j'espère qu'elle pourra aussi être une porteuse d'une vision parce que ce qu'on cherche à faire, c'est à réparer les erreurs d'un centre-ville qui s'est complètement tourné vers la fonction publique en oubliant qu'il y avait des gens là. Exactement. Et surtout, repenser la façon que nous faisons les choses. Vous le savez, là, plusieurs arénas qui se sont construits dans le passé où les bibliothèques ou les grands projets
très peu, d'ailleurs, je dirais presque pas de projets se sont installés au centre-ville. Et je ne suis pas en de dire qu'il ne faut pas desservir les autres, comme on a dit tantôt, les autres villages urbains. Absolument, il faut le faire. Mais il faut avoir une stratégie intégratrice et qui se dit, si on dispose, on met ce projet-là à telle place, comment est-ce qu'on prend les opportunités justement de garder nos touristes, de garder nos communautés ensemble pour que, en fait, les scientifiques le disent, une ville sans noyau de la cité, comme on dit, c'est une ville qui n'a peut-être pas une vision grande ville. Mm-hmm. Donc, si on veut l'avoir, il va falloir qu'on pense plutôt d'abord centre-ville, puis après ramifier le tout ailleurs et faire les chemins qui font que justement l'impact de ce qu'on met au centre-ville soit sur les villages urbains de façon claire, que ce soit en matière de transport, en matière de développement économique, en matière de développement culturel. Il faut cette ramification qui se fait, mais sans oublier le centre-ville. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et surtout, il y a aussi les terrains vacants, dont le terrain de l'Arena Guertin, les stationnements qui sont encore... on voit des voitures dehors. Alors, c'est long, c'est beaucoup. Et ce qui m'amène à vous poser la question, avez-vous quelque chose à ajouter? Ben, moi, je rebondirais juste sur ton dernier commentaire. Mm-hmm. La notion du transport est essentielle. Mm-hmm. Et on a vu, par rapport au transport dans l'est de la ville, l'arrivée de Rapibus, mm-hmm. qui converge vers le centre-ville. Pour moi, ça, c'est un bel outil. Bon, c'est un outil de l'époque où ça a été fait. On en a un nouveau, j'espère, qui s'en vient, que ce soit le tramway, qui va nous amener dans le 21e siècle et qui va nous permettre d'avoir un réseau structurant et permanent. Tu sais, les autobus, tu changes ça assez facilement. Mais là, avoir un système qui est vraiment structurant risque de permettre d'amener des gens qui ont pris le Rapibus pour une portion, pour les amener finalement dans le centre-ville, leur permettre de faire le dernier petit bout. Tout à fait. Alors pour moi, on doit garder une attractivité. On le fera jamais en essayant de reproduire le centre d'Elmer à Hall, ni celui du vieux Gatineau. On va chercher tout simplement à développer une offre différente. Et je pense qu'ici, on doit miser sur la culture, sur les artistes. On doit miser sur les services de proximité. On devrait miser sur la capacité d'offrir des activités de rassemblement. Tout à fait. Que ce soit au niveau culturel ou au niveau sociologique, là, de lieux de débat, de conférences et tout ça, il faut être assez visionnaire là-dedans. Puis je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour le faire. Tout à fait. José Cousineau. Je dirais, je sais qu'il va y avoir un prochain podcast, Olive, où on va consulter les jeunes. Oui. Je pense que cette occasion-là sera une occasion pour des jeunes de dire aussi ce qu'ils ont besoin pour rester à Gatineau, pour s'établir, pour choisir Gatineau, pour s'établir. Je pense qu'on a beaucoup... un grand potentiel pour la jeunesse pour venir travailler à Gatineau, pour venir y vivre aussi. J'ai hâte d'être un acteur pour encourager à ces jeunes-là à parler à une prochaine occasion. Puis aussi, la notion du transport, tantôt Patrick en parlait. On voit des villes qui se développent autour d'artères. Tout à fait. Tandis que nous, on crée des espaces, puis après, on se préoccupe de comment s'y rendre. Je trouve que dans une vision, la ville a à penser comment elle va profiter de ces artères-là pour bonifier et que sur son passage, on y trouve aussi des occasions pour y trouver des villages urbains. J'aime bien cette expression-là. Tout à fait. Alors, puis comment les mettre en valeur pour que les gens se déplacent dans d'autres secteurs aussi. Je pense que ça va être... puis tantôt, vous parliez de où vont les jeunes.
Mais quand ils sortent, ils continuent d'aller au centre-ville de Hull, sur la rue Laval. Ça reste l'espace qui est privilégié pour eux. Maintenant, l'offre est moins grande qu'elle était déjà. Alors, comment s'assurer que les gens ne se retrouvent pas à aller à Ottawa ou ailleurs? Comment garder les jeunes qui consomment chez nous? Ça va être intéressant d'écouter votre prochain podcast là-dessus. Ça me fera vraiment plaisir et surtout qu'on arrête la discussion sur on doit densifier avant d'avoir le tramway. Le tramway, c'est un pôle de développement. Si on a le courage d'amener le tramway, il ne faut pas mettre les conditions. Il n'y a pas de conditions. On amène le tramway, les gens vont s'installer autour. Il n'y a pas de doute. Donc, c'est le courage gouvernemental. Exactement. Chers Gatinois, vous m'avez encore suivi. Je suis très, très contente. Vous avez eu des invités hors pair, Patrick Duguay, José Cousineau. On voit clairement que l'économie sociale, l'économie tout court et le développement culturel, le développement des milieux de vie fait partie de ce que nous devons faire au centre-ville, fait partie de ce que nous devons faire pour Gatineau. Et surtout, je vous dis que le prochain podcast qui va parler aussi aux jeunes et qui va parler aussi de l'environnement, ça s'en vient de l'environnement et aussi de l'architecture durable. Et je vous garde avec moi pour le prochain podcast. Et merci beaucoup. Merci à nos invités et à très bientôt.